Donc, le thème de notre échange ce soir, c'est la question de la coopération et de comment on apprend à coopérer et pourquoi. Et on a la chance et le plaisir d'accueillir Isabelle Pelou avec nous de l'école du Colibri. Donc, on va vous présenter très rapidement ce qu'est la Maison de l'Apprendre et puis Isabelle va pouvoir ensuite enchaîner pour répondre à certaines des questions qu'on a préparées. Vous aurez la possibilité de poser quelques questions à la fin de la session. Donc, normalement, aux alentours de 18h50, 18h55, on verra. Et puis, il y a un petit temps après qui a été prévu pour les membres de la communauté, pour les adhérents de la communauté, pour poursuivre ces quelques questions pendant une demi-heure de 19h à 19h30. Donc, la Maison de l'Apprendre est une structure lyonnaise. Certains d'entre vous la connaissent et la connaissent bien maintenant. Pardon pour les redites pour ceux qui auraient déjà entendu cette présentation. C'est une association. Sa raison d'être, c'est de développer une société apprenante où les acteurs du territoire coopèrent pour résoudre ensemble et grâce à l'éducation et au levier de l'apprentissage, les défis d'une société durable et résiliente. Nos activités s'organisent autour de 5 grands piliers, des temps d'inspiration, des temps où on fédère les acteurs et la communauté, des temps où on mobilise les compétences et les bonnes volontés, les énergies pour imaginer des solutions nouvelles ensemble. Et puis, des temps où on impulse des projets. Donc, il y a toute une partie de notre activité qui est d'accompagner l'émergence de projets portés par plusieurs structures, plusieurs acteurs autour des enjeux d'apprentissage et sur le territoire. Donc, vraiment d'accompagner des coopérations qui répondent à des enjeux du territoire et qui s'appuient sur des propositions innovantes. Ça, c'est les grandes lignes de la Maison de l'Apprendre. On fonctionne évidemment avec un cœur de réacteur qui est la coopération. Derrière ça, on est convaincu qu'il y a un enjeu de convivialité, de décloisonnement bien sûr, d'aller à la rencontre d'acteurs divers et variés qui participent au continuum d'apprentissage, un apprentissage tout au long de la vie. Donc, c'est l'école, c'est l'éducation populaire, c'est la sphère familiale et la société civile. Et c'est aussi évidemment le monde de l'entreprise, la formation continue et tous ces espaces en fait où il nous est offert la possibilité d'apprendre les uns des autres et de participer à des projets qui nous font grandir. Donc, Isabelle est avec nous ce soir et à plusieurs titres, elle nous semblait être vraiment une personne pertinente et intéressante pour réfléchir avec nous sur le sujet de la coopération. Isabelle est professeure des écoles, fondatrice de l'école du Colibri. Tu m'arrêtes si jamais je tombe à côté. Mais l'erreur est une source d'apprentissage. Et donc, fondatrice de l'école élémentaire du Colibri sur le site des Amanins, dans la Drôme. Elle est chercheuse en pédagogie et en éducation à la coopération et elle transmet aux enfants, ainsi qu'aux adultes qui les accompagnent, des outils pratiques permettant d'éduquer à la paix avec soi-même, la paix avec les autres et avec son environnement. Elle est entre autres autrice, je ne sais pas. Elle a écrit des livres. L'école du Colibri, la pédagogie de la coopération aux éditions Actes Sud et comprendre les enfants pour mieux les éduquer, toujours chez Actes Sud et Kaizen. Isabelle fait partie du réseau des Changemaker School d'Ashoka. Ashoka, c'est une ONG sur le champ de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social. Et elle est aussi marraine de la Maison de l'Apprendre. Merci Isabelle d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment fonctionne l'école du Colibri? Qu'est-ce que la pédagogie que tu appliques? Comment finalement la coopération vient nourrir la vie de l'école au quotidien? Alors, c'est une école qui est d'abord à la campagne, donc ça c'est important parce que en ce moment, par exemple, c'est vraiment important parce que comme on a dû faire comme tout le monde, ouvrir avec les règles de confinement un peu compliquées, d'être à la campagne, c'est quand même facilitant.
Et donc, cette école, en fait, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire que moi, quand j'ai monté l'école, je m'étais déjà inspirée de pas mal de pédagogie, donc beaucoup Freinet, de Crowley, Houry, beaucoup aussi, moi, je lis beaucoup Philippe Mérieux, et donc tout ce rapport à l'école et à la société et comment je forme le futur citoyen de demain. Et donc, toutes ces pédagogies-là, aujourd'hui, c'est complètement validé par les neurosciences et en France, on aime bien les sciences cognitives, donc on aime bien que ça soit validé. Et donc, l'idée, c'était de d'abord faire chercher les enfants, les mettre en position de chercheurs, et c'est eux-mêmes qui vont chercher ce qu'ils doivent apprendre à l'école, et nous, on les aide juste, on les encadre pour que cette recherche se fasse correctement et qu'elle leur apporte quelque chose. Et pourquoi la coopération? Parce que au moment où j'ai trouvé quelque chose, d'aller travailler avec d'autres enfants et de dire comment j'ai fait dans ma tête, en fait, aujourd'hui, on a vraiment compris que chaque fois qu'on explique à l'autre ce que l'on fait dans sa tête, pour soi-même, on est en train d'affiner sa propre pensée. Donc, on est en train d'apprendre. Donc, au lieu que ce soit la maîtresse qui explique tous les ans ce qu'elle a fort bien compris, et on est très content pour elle, qu'elle fasse des progrès, en fait, on va plutôt donner cette place-là, tant que c'est possible, le plus souvent possible, aux enfants. Voilà. Donc, ce sont les enfants qui vont apprendre, et en apprenant aux autres, ils continuent à apprendre. Donc, c'est ces interactions-là qu'on a beaucoup, beaucoup mises en place dans l'école. Or, quand j'ai débuté à l'école du Colibri, là, quand on a monté l'école, j'étais formatrice à Lyon et j'étais surprise de voir que cette fameuse démarche expérimentale, pour ceux qui connaissent, ou bien tout ce qui est le socio-constructivisme dont on nous donnait beaucoup de choses, la métacognition, tous ces gros mots là, ce socio-constructivisme, en fait, on en parlait beaucoup, mais sur le terrain, je ne le voyais pas tellement en action. Et quand j'ai demandé à des enseignants qui l'appliquaient, ce qui les avait freinés, il y avait toujours deux choses qui revenaient. C'était la gestion du groupe classe, qui trouvait que ce n'était pas facile. Et effectivement, on ne nous apprend jamais à gérer un groupe. Et puis, que les enfants s'échangeaient plus des réponses que vraiment des stratégies. Or, échanger des réponses, ça n'apprend rien. Ça, on est bien d'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est échanger comment j'ai trouvé la réponse. Ça, c'est apprenant. Mais échanger juste la réponse, ça ne sert pas à grand-chose. À ce moment-là, on peut prendre un livre avec des corrigés, ça marche très bien. Voilà. Donc, quand on a monté l'école du Colibri, on s'est dit, ces deux aspects-là, on va vraiment les prendre en compte. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est ça la spécialité de notre école. Nous, on tient vraiment à dire que ce n'est pas un modèle, ce qu'on fait dans notre école. Si ça peut être une source d'inspiration, tant mieux. Mais en fait, on est sur une pédagogie excessivement vivante, très créative, et on revendique ça haut et fort. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas la même chose l'année prochaine. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, on n'aura pas les mêmes enfants, ça ne sera pas la même époque, on aura appris des nouvelles choses. Nous, on est des chercheuses en pédagogie. Je dis chercheuses parce que ce soir, je vois qu'il y a quelques hommes qui nous écoutent, mais on n'est encore malheureusement pas très... Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce travail-là, et à l'école, cette année, exceptionnellement, on n'est qu'entre femmes. L'année prochaine, on aura de nouveau un service civique homme, donc on est bien content. Mais malheureusement, c'est souvent que des femmes. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre ces deux choses en avant à l'école. Donc, d'un côté, on va apprendre aux enfants à nommer leur stratégie mentale. Donc, on va leur apprendre à mettre des mots, à faire des images, à avoir des repères auditifs, visuels, du matériel pour montrer la manipulation. Et d'un autre côté, on va leur apprendre à bien gérer la relation du groupe. Parce que quand je suis en coopération avec les autres, il y a 1000 choses qui se passent qui n'ont aucun rapport avec la recherche qu'on est en train de faire, qui sont de l'ordre du social, qui sont de l'ordre de l'affectif, qui sont de l'ordre de l'amical, qui sont de l'ordre de la peur de ne pas être reconnu, de la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être libre. Toutes ces peurs-là qui habitent les enfants comme nous, les adultes. Et donc ça s'apprend. C'est-à-dire que nous, on est allé chercher des outils pour aider les enfants à mieux gérer ça. Donc ça, c'est la deuxième partie qu'on appelle la culture de paix. Et très rapidement, on l'a fait sur 3 plans différents qui sont les ateliers philo pour apprendre à dire son point de vue, à éveiller sa critique et la mettre en mots, diversifier ses points de vue, entendre la pensée des autres, s'enrichir de la pensée des autres, savoir que chaque fois que j'exprime quelque chose, en fait, celui d'en face, il ne va peut-être pas comprendre ce que j'exprime, donc il va me poser des questions qui vont me permettre d'affiner moi-même ma perception du monde, et puis je vais voir à quel point mon monde n'est pas son monde, et que du coup, nos mondes sont juste complémentaires, et non pas en concurrence, ce qu'on nous a fait croire pendant des années.
On a dit l'autre est une concurrence, donc il faut le gagner, on va faire de la compétition. C'est une erreur totale de choix de départ. En vrai, l'autre est complémentaire de moi et c'est génial parce qu'il va pouvoir m'aider, je vais pouvoir l'aider. Voilà. Et donc, il y a ce temps d'atelier philo, il y a le temps d'éducation à la paix, où on va leur donner des outils spécifiques pour être en paix avec eux-mêmes, avec les autres, avec l'environnement. Et un autre temps qui est une réunion du bien vivre ensemble. Ça, c'est vraiment, par exemple, une expression typique de Philippe Mérieux. On appelait ça le vivre ensemble. Et un jour, il m'a dit, mais vivre ensemble, Isabelle, ils n'ont pas le choix. C'est comme nous sur la planète, on n'a pas le choix. Et si on décidait de bien vivre ensemble, ça, c'est un choix qu'on peut faire. Donc, si on décide de bien vivre ensemble, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe bien? Puisque de toute façon, on est là, on ne s'est pas choisi. Voilà. Et donc, cette réunion a lieu une fois par semaine. Voilà les 3 grands temps que nous avons mis en place. Sans oublier d'activer mon micro, est-ce que tu peux nous expliquer, illustrer un petit peu ce que tu observes dans ce que ça produit pour les enfants? Et la suite de ma question, ça sera ce que ça produit pour les enseignants et les parents qui sont partie prenante du projet éducatif de l'école. Ouais. Alors, ce que ça produit chez les enfants, c'est une grande autonomie. Ça a été très visible avec le confinement, c'est-à-dire que nous, on a continué l'école à distance et à notre grande surprise, on leur a dit de coopérer entre eux. Donc, on leur a donné des exercices à faire et ils devaient se téléphoner. Et j'ai eu plusieurs témoignages de parents qui étaient assez scotchés de voir leur enfant travailler avec l'autre et lui expliquer, ben voilà, moi, comment j'ai fait dans ma tête. Toi, tu as trouvé ça, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ta démarche? Voilà, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est très intéressant. Bon, alors moi, c'est plutôt comme ça que je le verrais. Ah oui, mais ta méthode est plus efficace que la mienne. Et ils ont fait des échanges. Et les parents disaient, ce qui est frappant, c'est que quand ils partent dans cet apprendre-là, il n'y a pas la question de j'ai envie de le faire ou pas. L'envie, elle est là, quoi. Il n'y a pas est-ce que c'est obligatoire pour l'école, est-ce qu'on est obligé ou pas. Non, en fait, on est en train d'apprendre. Il y a une confiance totale que c'est bon pour moi d'apprendre. Effectivement, puisque nous, on les laisse se réapproprier les apprentissages. Voilà, donc ça peut être sur des exercices de maths même assez classiques, hein, où ils vont se téléphoner simplement pour corriger ensemble et s'échanger, non pas des réponses, mais des démarches. Voilà, comment j'ai trouvé. Donc ça, c'est le premier point où, voilà, nous, on a vu les fruits de notre travail. Ils se sont habitués à Zoom en 2 minutes et demie. J'ai mis beaucoup plus longtemps qu'eux à comprendre qu'ils pouvaient s'envoyer des messages sans que je les lise. Donc après, j'ai appris à bloquer la boîte de messages pour pas qu'ils s'envoient des messages pendant qu'on faisait la classe. Enfin voilà, c'était rigolo de voir les stratégies. Eux, ils s'adaptent très vite aux outils. Hein. Voilà. Et puis, ça nous a permis de les laisser s'auto-organiser de façon assez importante. Alors, ça n'a pas marché à 100%, je vous rassure, hein, on n'a pas réponse à tout. Donc, j'ai perdu certains élèves, mais du coup, en allant les chercher, c'était toujours sur qu'eux, ils ne s'étaient pas organisés et il n'y avait pas d'adultes pour les organiser. Donc, ils n'avaient pas su quand se mettre au travail. Du coup, ils étaient débordés. Ils n'avaient pas bien compris les mails. Du coup, puis ils n'avaient pas tout le temps accès à l'ordinateur. Du coup, ils ne savaient pas trop s'il fallait le faire ou pas. Il y avait un peu une confusion de mais c'est l'école, mais il faut le faire ou c'est pas obligé de le faire. Voilà. Voilà. Et donc, sur la coopération entre eux, nous, ce qu'on voit, c'est que ça donne des enfants très capables de s'entraider. Par exemple, quelquefois, moi, j'ai les CM2 et les CP dans la même classe. Et quelquefois, je suis en train de travailler, par exemple, avec les CP, et j'ai un autre élève de CP qui demande quelque chose, et j'entends un élève de CM2 venir l'aider, et en fait, il les aide hyper bien. C'est-à-dire qu'il leur dit, de quoi as-tu besoin? Il ne leur donne pas les réponses. Puis ils savent attendre. Ça, c'est parce que les parents, en fait, j'ai passé le confinement à leur dire, mais en fait, il ne faut pas donner les réponses à vos enfants. Il faut attendre qu'ils aient le temps de chercher. Et ça, les parents, c'était le plus grand truc avec lequel ils avaient du mal. Ils n'arrivaient pas à attendre. Alors, quand on est parent, il y a 2 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à attendre. Il y en a une qui est très affective, qui est, c'est quand même mon enfant, quoi. Ok. Si c'est mon enfant, il doit répondre très très vite. Parce qu'il est intelligent quand même. C'est mon fils, c'est ma fille. Donc, c'est pas possible qu'elle cherche aussi longtemps. Donc, il y a une espèce de panique intérieure qui monte. Non, mais là, tu trouves et tu te dépêches, s'il te plaît. Sinon, c'est moi qui en prends plein la tronche en tant que parent. Donc ça, il a fallu expliquer aux parents que mais ça, les cocos, nous à l'école, c'est hyper facile, ce ne sont pas nos enfants. Hein. Donc on est d'une patience redoutable.
Et puis surtout, c'est surtout si on ne met pas son cerveau en route, on n'a pas le temps de trouver la réponse. Et il y a des enfants, la mise en route, elle est longue. Et en fait, si je ne laisse pas le temps, la notion de temps, il faut la transformer. Si un enfant, je ne lui laisse pas le temps dont lui, il a besoin, qui est un temps unique, c'est le sien. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. À certains endroits, il va aller vite, à d'autres endroits, il va être lent, à d'autres endroits, il va être moyen, à d'autres endroits, il va aller très vite. C'est la même chose que dans la course à pied. Il y en a qui vont très vite, d'autres qui vont moins vite. C'est pareil quand on nage. Il y en a qui nagent très vite, d'autres qui nagent moins vite. C'est pareil quand on dessine. Il y en a qui dessinent très vite, d'autres moins vite. On s'en fout en vrai. Mais c'est drôle quand c'est intellectuel, s'ils vont pas vite, ça panique en face. Ça donne envie de donner la réponse. Ça fait croire qu'il n'a pas compris la question. Or, mon expérience, c'est que quand je demande à un enfant de quoi tu as besoin, la plupart du temps, il répond, est-ce que tu peux me redire ce que tu veux que je te réponde? Est-ce que tu peux me redire la même chose que tout à l'heure? Il ne me dit pas, j'ai rien compris, explique-moi différemment. Surtout pas. Dis, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais réexpliquer une deuxième fois? Pareil. Alors que nous, on a tendance à toujours vouloir créer une nouvelle réponse, inventer une nouvelle méthode, montrer différemment. En fait, ils adorent qu'on leur répète. Donc, demandez-leur de quoi as-tu besoin, qu'est-ce que tu ne comprends pas. Voilà, ça va donner par exemple un enfant à qui vous dites, c'est quand ils sont en grande section, là, et puis qu'il faut leur apprendre à trouver les sons dans les mots. C'est pas facile comme question. Est-ce que tu entends A dans ananas? Il y en a qui vous regardent, bon, ils ont une chance sur deux, alors ils tentent. Hein. Voilà. Et puis, une année comme ça, j'avais une petite fille voilà, qui avait une dysphasie, donc elle avait vraiment du mal, elle ne comprenait pas la question. Quoi. Donc, elle répondait un peu au hasard. Un jour, c'était le son I, et elle me dit Ouistiti, girafe, lion. Alors, je me dis, bah, c'est bon, elle a compris. Puis, elle continue, éléphant, elle disait des animaux. Elle n'avait toujours pas compris ce que je demandais. Et donc, cette même petite fille, un jour, je me dis, bon, alors qu'est-ce que je peux trouver comme mot de vocabulaire pour qu'elle comprenne ma question? Je lui dis, est-ce que tu entends A dans chat? Donc, elle se concentre bien, elle me dit non. Du coup, je lui dis, est-ce que les chats, ça chante A? Et elle me répond, alors là, non. Les chats, ça chante miaou. Voilà. Et c'est ça qui est génial quand on attend leur réponse. C'est qu'on comprend où est leur erreur. Et en fait, leur erreur est souvent pas une erreur. Elle est une incompréhension de ce que nous, on demande. Nous, c'est évident, on sait la réponse qu'on attend. Donc, on pose notre question en se disant, ben, c'est bon, il est dans le même état d'esprit que le mien. Pas du tout. Lui, il est dans le sien. Donc, dans son monde à lui, les chats, ça chante pas, ça chante miaou. Si je me décale, je me dis qu'elle a raison, cette petite fille. Les chats ne chantent pas ah, les chats chantent miaou. Voilà, donc il faut que je trouve la porte d'entrée pour être comprise. Et donc, cette porte d'entrée, nous, à l'école, on a cette réflexion-là. Parce que souvent, quand on ne trouve pas la porte d'entrée, on a tendance à faire bon. Alors, on leur dit jamais, t'es nul. Hein, mais là, ça transpire quand même grave. Hein. Donc, les enfants, ils comprennent. Ah oui, quand même, là, je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Manifestement, ça l'agace. Donc, je dois être nul. Ça, c'est une pensée qui vient très tôt dans la tête de l'enfant. Donc, nous, à l'école, on a une formule, on dit toujours ah là, je soupire parce que je suis une machine à expliquer, c'est mon travail. Et là, je vois bien qu'aujourd'hui, j'explique mal, tu ne comprends pas. Donc, on reprend la nullité sur notre dos. Hein, donc, on reprend la responsabilité de la non-compréhension. Et on lui dit, je suis désolé, je vais essayer autre chose pour que tu puisses comprendre, mais là, c'est de ma faute. Je sais bien que toi, tu peux comprendre, c'est que moi, je t'explique mal. Voilà, donc ça donne des enfants assez autonomes dans la façon d'expliquer à l'autre, du coup, dans la façon de demander de quoi ils ont besoin. Ça développe une demande constructive. Le point sur lequel j'avais envie de réagir, Isabelle, c'est que moi, je ne suis pas enseignante, moi, je suis maman, mais j'ai l'impression que ces situations-là, je les vis aussi avec des adultes et quand j'ai affaire avec des adultes pour le travail ou même à titre personnel. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que finalement on apprend à coopérer, quel que soit son âge qu'on soit à l'école ou pas, ou plus, et quelles seraient les étapes, en fait, à passer pour se mettre dans cette dynamique à titre personnel.
Alors, la première étape, mais vraiment celle-là, plus vous allez le voir, plus vous allez voir que c'est juste énorme, c'est de prendre conscience que la façon dont je perçois le monde n'est absolument pas la même que la façon dont celui qui est en face de moi perçoit le monde. C'est juste un fondamental dont on ne réalise pas à quel point c'est ça qui est source d'embrouille. C'est tout le temps ça qui nous met dans le trou dans la relation à l'autre. Je vous donne un exemple. Moi, j'adore la randonnée et donc j'allais avec quelqu'un, un ami avec qui je faisais de la randonnée. On se perdait régulièrement. Et c'est lui qui avait la carte, ce qui m'arrangeait bien parce que moi, ce n'était pas trop mon truc. Mais je ne me gênais pas pour, quand on était perdu en montagne, pour faire une petite réflexion. Eh bien, nous sommes encore perdus. Et ça avait le don de l'énerver. Et moi, chaque fois, je disais, non, mais c'est pas grave, je sais que tu vas retrouver le chemin, mais bon, voilà, on s'est encore perdu. Et puis un jour, on s'était perdu un peu plus longtemps que d'habitude. Bon, la moutarde est un peu montée entre nous, et donc on rentre à la maison, et on s'était quand même bien pris le chou. Et à un moment, je me dis, bah, attends, on va faire un arrêt sur image. Quand je te dis, on est perdu, qu'est-ce que toi, dans ton monde, tu entends? Et là, il me dit, mais moi, quand j'étais petit, quand mon grand-père est mort, on m'a dit, on a perdu ton grand-père. Donc, quand tu me dis que je t'ai perdu en montagne, j'entends que je t'ai mis en danger. Or, je ne t'ai pas mis en danger. J'ai fait attention de ne pas te mettre en danger. Du coup, je lui dis, mais alors, si je t'utilise, au lieu de dire on s'est perdu, si je te dis on s'est égaré, il me dit, ah bah oui, pas de problème, on s'égare tout le temps, ça c'est vrai. Et juste, c'est parce que dans mon monde à moi, perdu, c'était pareil que égaré. Mais dans son monde à lui, perdu, c'était grave. Égaré, ça ne l'était pas. Et simplement ça faisait qu'on ne pouvait pas s'entendre. On ne pouvait pas se comprendre. Et ben, dans la coopération entre adultes, quand il y a un moment où il y a une tension dans le lien, la première chose à faire, c'est est-ce que tu peux me dire, dans ton monde à toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as entendu dans ce que je viens de te dire? Est-ce que tu peux me le reformuler avec tes propres mots? Parce que, par exemple, sur le sujet de l'éducation, c'est drôle, c'est un sujet hyper sensible. On se fout sur la tronche quand même très régulièrement sur l'éducation. Sur le sujet de l'éducation, si on prend le temps de s'écouter et de dire, mais quand tu dis ça, tu veux dire quoi exactement? Et quand on se met à affiner le discours et dire, mais quand tu dis ça, moi je comprends ça. Ah non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Et qu'on continue, en fait, à la fin, en général, on était hyper d'accord. On était complètement d'accord. Seulement, on ne mettait pas le même mot au même endroit. Avec, voilà. Par exemple, ce mot coopérer, mais on pourrait passer déjà 2 heures à se mettre d'accord à qu'est-ce qu'on entend derrière. Hein, donc, coopérer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste un travail de groupe où on met en commun? Donc, par exemple, je ne sais pas, Tiffaine, elle est très forte pour aller sur Internet et Angélique, elle sait bien rencontrer des gens. Moi, je vais mettre la matière. Donc, on fait ça toutes les 3 ensemble. Ben, à la fin, moi, je serai encore plus forte. J'aurais encore développé ma compétence. Tiffaine aura encore développé sa compétence. Angélique aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. C'est très bien vu, ça. C'est une forme de coopération. À l'école, nous, on est dans une forme de coopération qui va être un peu différente puisqu'on veut grandir en apprentissage. Donc, moi, Isabelle, par exemple, je ne suis pas très bonne en informatique. En fait, j'ai intérêt à faire des progrès pour gagner en autonomie. Donc, je vais aller demander à Tiffaine, qui est ma source d'apprentissage, parce que pour moi, elle est en avance dans ce domaine par rapport à moi. Donc, je vais aller lui poser des questions. Je vais aller lui dire là où j'ai des difficultés. Et si Tiffaine fait à ma place, ce qui peut m'arranger, pour de vrai, je n'apprends pas. Donc, je ne gagne pas en autonomie. Donc, je gagne du temps sur le moment, mais le lendemain, je suis obligée de redemander à Tiffaine. Si par contre, Tiffaine me dit, ben, essaye, et au fur et à mesure, tu me poses tes questions. Et là, elle va mourir de rire de voir, ah oui, ça quand même. Ah, d'accord, elle ne savait même pas ça, d'accord. Ah là, elle va chercher par ce chemin-là. Ah non, mais moi, mon chemin, il est 100 fois plus rapide. Ouais, son chemin, moi, je ne le connais même pas. Et donc, c'est la même chose dans tous les apprentissages, ça. Et notre cerveau adore quand c'est rapide et quand c'est pas fatigant. Donc ça, les enfants aiment beaucoup quand je leur explique ça. Votre cerveau, il cherche toujours le chemin le plus rapide. Par exemple, notre cerveau, il a fait un raccourci qui ne marche pas du tout, mais il est bien pratique, ce raccourci. Le raccourci suivant, c'est on met un E au féminin.
La maison ne prend pas de... Donc, ça ne marche pas. Voilà. Mais notre cerveau, à un moment, il se dit, bon, elle a dit qu'il fallait mettre des E au féminin, j'en mets. Et du coup, tous les dyslexiques à qui on apprend bien les règles et tout, ils bloquent devant leur feuille en disant, là, pourquoi il n'y en a pas, hein? Et là, pourquoi j'en mets? Donc, ils en mettent de partout. Ouais. Et on a tous comme ça des raccourcis. Nous, à l'école, c'est ça qu'on doit détecter. Notre boulot d'enseignant, c'est d'aller couper l'algorithme que le cerveau a fait, qui n'est pas bon, qui marchait bien ce jour-là, mais qui ne marche pas en règle générale. Les enfants sont tout le temps en train de chercher des trucs. Hein, par exemple, je donne souvent l'exemple de division. Une fois, je posais des divisions au tableau. C'était avec une classe de CM1. J'avais un grand tableau. Donc, j'en pose une première, j'en pose une deuxième, j'en pose une troisième, puis je me tourne vers eux, puis je leur dis, ben voilà, je vais vous montrer la technique opératoire de la division. Quelles sont les questions qui viennent? Et là, j'ai une petite fille qui me dit, ben, le reste, c'est toujours 2. Je me retourne, et par hasard, les 3 opérations que j'avais faites avaient comme reste 2. Moi, je n'avais pas du tout fait exprès. Et là, heureusement qu'elle a pu poser sa question. Sinon, son cerveau risquait de faire un raccourci, parce que c'est quand même hyper pratique de se rappeler que toutes les divisions, le reste, c'est 2, fastoche. La prochaine fois qu'on fait une division, je peux mettre 2 directs. Voilà. Donc, notre boulot d'enseignant, d'éducateur, ça va être de leur laisser suffisamment la parole pour qu'ils puissent poser des questions qu'en temps normal dans une école, on appelle absurdes. En fait, une question est par principe jamais absurde puisque je me la pose. C'est qu'elle est toujours intelligente. Donc voilà, nous on va beaucoup favoriser le questionnement. Et quelquefois on éclate de rire parce qu'il y a des questionnements, mais voilà. Et là, c'est leur dire, mais juste heureux. Moi, quand on éclate de rire, forcément, ça crée de l'humiliation chez l'enfant qui a posé la question. Il se dit, mais donc ma question est bête puisqu'Isabelle éclate de rire. Et là, je leur dis, non, mais alors, heureusement que tu me l'as dit celle-là, parce que alors j'aurais jamais trouvé toute seule. C'était impossible pour moi à deviner. Par exemple, en mathématiques, une année comme ça, j'avais une de mes élèves, il y avait une enquête à faire qui était assez simple, où il y avait, je ne sais pas, Madame Machin achète des poireaux à 3 euros le kilo, des tomates, puis voilà, il y avait toute une liste de légumes, et à la fin, il fallait dire combien ça coûtait. Et j'avais un élève très bon en maths qui arrivait, et chaque fois c'était faux. Je dis, écoute, je te demande d'aller revoir tes calculs pour voir d'où ça vient. Puis il revient une deuxième fois, je dis, mais c'est quand même curieux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Non, non, j'ai bien compris. Je dis, va revérifier une troisième fois. La troisième fois, il revient, puis je lui dis, explique-moi. Alors il commence à m'expliquer, puis il me dit, les poireaux, j'en ai pas pris, ma mère n'en achète jamais. Et ça, c'est trop joli. C'est impossible pour un enseignant, quand il est seul chez lui en train de corriger le travail d'un enfant, de deviner que l'erreur de cet enfant est d'avoir supprimé les poireaux, puisque sa mère n'aime pas les poireaux. Ça, je ne peux pas le savoir. Et ça, c'est son monde à lui. Et plus dans le monde des adultes, on va faire cette démarche de dire, mais t'entends quoi par là? Par exemple, c'est une phrase où quelquefois on dit, est-ce que je peux te redire ce que j'ai compris? Et ça, par exemple, si vous avez des adolescents ou des jeunes enfants, quand vous êtes en conflit avec lui ou qu'il y a quelque chose, ça a fait des échauffourées, lui dire, est-ce que je peux te dire moi ce que j'ai compris? Et puis tu me diras toi ce qui s'est passé pour toi. Mais quelquefois, simplement en se disant ce qui s'est passé ensemble, le mal entendu est levé. C'était aussi simple que ça. Et donc ça, c'est vrai partout. Aussi bien dans la relation entre adultes que dans la relation entre enfants, que dans l'apprentissage, que dans la vraie vie, que dans la médiation entre pairs. On cherche à lever le malentendu. Ou est-ce qu'on pourrait dire qu'on cherche à bien entendre? Oui, alors en fait, ça revient à la même chose. C'est-à-dire, je pars du principe que c'est peut-être que je n'ai pas entendu ce que tu voulais que j'entende. Dans mon monde à moi, ça s'entend comme ça. Mais dans ton monde à toi, ça s'entend comment? Et là, on va mettre d'autres mots jusqu'à affiner notre pensée mutuelle. Et oui, en fait, ok, là, je comprends mieux. Et aujourd'hui, on a plutôt évolué et on évolue encore dans un monde qui est très compétitif, où la compétition se retrouve à de différents endroits et de nombreux endroits. Si on parlait non pas du monde d'après, mais du monde de la coopération, ça pourrait ressembler à quoi? Ou quels seraient peut-être
les postures, les compétences, les clés qui nous aideraient à plus facilement et plus efficacement coopérer? Alors moi, je crois que c'est vraiment Marshall Rosenberg, donc c'est celui qui est le créateur de la communication non violente, qui m'a fait comprendre ça. Dans un article un jour, il expliquait que il y a une croyance de base en éducation qui est que quand un enfant arrive au monde, en gros, il n'est pas terminé. Ce qui est vrai, hein. On est le mammifère le plus dépendant pendant de longues années avant d'être autonome. Et du coup, le risque, c'est qu'il ne pousse pas droit. Donc, on va éviter qu'il pousse de travers. Et lui, il dit, mais moi, je pars d'une autre croyance qui n'est pas plus fondée. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce qu'on fait en neurosciences, c'est lui qui avait raison, qui serait qu'on est au monde incomplet et non pas mature. Néanmoins, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on est bien intentionné. C'est-à-dire que le premier mouvement chez l'humain, son premier élan, ce n'est pas d'embêter l'autre, ce n'est pas d'écraser l'autre. Son premier mouvement naturel, c'est de contribuer au vivant, de contribuer à la vie. Et ça, vous pouvez le voir dans un magnifique reportage qui s'appelle Pour un monde plus altruiste ou Vers un monde plus altruiste. Et dans ce reportage-là, qui est repassé pendant le confinement sur Arte d'ailleurs, on voit des chercheurs en neurosciences en Angleterre qui font des expériences avec des enfants et des petits qui savent juste se déplacer. Donc, ils ont 8, 9, 10 mois. Ils marchent à quatre pattes. Et on les met dans une pièce et chaque fois qu'ils voient un autre adulte avoir du mal, à tous les coups, ils vont l'aider. Il n'y a pas un enfant qui résiste à ça. C'est comme un élan premier, un élan naturel. Voilà. Donc, si on part de ça, ça change complètement la donne partout. C'est-à-dire que si je regarde un enfant en se disant son intention première était bonne, où il y a une intelligence derrière cette intention, et du coup, je vais lui demander, mais c'était quoi l'intelligence qu'il y avait derrière? Parce que là, franchement, l'effet est un peu raté. Donc, s'il te plaît, c'était quoi ton intention? Et là, on va se rendre compte que la compétition, ce n'est pas le premier truc qui vient. Ce qui vient en premier, c'est la coopération. Et donc, la coopération, ce n'est pas une coopération molle, ce n'est pas une coopération bisounours, comme on la critique souvent dans les médias. C'est une coopération dans le sens du vivant. C'est-à-dire que j'ai envie que la vie circule. Donc, elle circule en moi, qu'elle circule aussi en toi et dans notre lien. Donc, le premier truc, ce n'est pas la compétition. Par contre, si on regarde les enfants comme on a appris à les regarder, comme potentiellement, ils vont peut-être pas pousser droit, potentiellement, ils vont avoir de mauvaises intentions, ça change tout. Alors, je peux vous donner un exemple très précis, parce que j'ai mon petit-fils en ce moment qui a 2 ans et demi. Donc, pour les parents qui ont des petits, là, vous savez, 2 ans et demi, 3 ans, cette fameuse phase où ils commencent à vraiment prendre leur place. Mon petit-fils actuellement, depuis qu'il est petit, il adore lancer. Et il a son père qui passe son temps à lancer. Donc, son père, il sort de table, il prend sa serviette, pof, il vise la panière, il sort des yaourts, pof, il les casse en deux, il les fait voler pour, hop, les retomber dans les bras. C'est un jeu. D'accord. Donc, son fils, depuis qu'il est petit, il voit ça. Donc, lui, il fait pareil, sauf que lui, il lance n'importe quoi. Donc, quand il prend le téléphone de portable de son père et qu'il le balance de l'autre côté du jardin, ça craint un peu. Donc, ses parents, en ce moment, sont un peu dépités parce qu'ils essayent de lui apprendre que tout n'est pas lançable. Et clairement, mon petit-fils est en train de prendre une autonomie là et il ne comprend pas, pour l'instant, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et naturellement, ce qui nous vient, nous, en tant qu'adultes, c'est de dire, il fait des conneries, quoi. Voilà, quand même, il fait des bêtises, cet enfant. Et on a envie de le gronder, parce que quand même, un portable, ça ne se jette pas, on fait attention. Mais lui, au lieu qu'il fasse la différence entre un portable, une petite voiture, un avion, un ballon, il voit son père qui lance tout, lui, il lance tout. Donc là, on est en train d'essayer de lui apprendre qu'il y a des choses qu'on peut lancer. Il y a des endroits où on peut lancer. Donc, on est en train de lui inventer des jeux à l'extérieur où là, tu peux jouer à lancer. Là, non. Ça, oui. Ça, non. Mais c'est un apprentissage. Or, si on ne sait pas tout ça, en tant que parent, je voyais mon fils l'autre jour qui était pris un peu dans ce piège-là. D'un côté, ça le faisait hyper rire de voir son fils faire ça, parce que franchement, c'était hyper drôle. On lui disait non, il prenait le truc, il le balançait. On a envie d'éclater de rire, parce qu'il est très mignon, donc on trouve ça très drôle. Mais on sait bien que si on continue comme ça, on est mal barré quand même. Il va bien falloir qu'ils comprennent la limite.
Et en même temps, quand après il lui disait non, mon petit-fils, il prenait l'objet et en le regardant dans les yeux, il recommençait. Ben ouais, parce que c'est un apprentissage. Mais si on le fait en sachant que son intention n'est pas mauvaise, ou si on le fait en croyant que son intention est mauvaise, on lui envoie comme message, t'es méchant. Ce que tu fais, c'est volontairement malveillant. Donc, c'est pas bien. Ce que tu es intrinsèquement n'est pas bon. Et ça, c'est hyper grave d'envoyer ça comme message à un enfant. Donc voilà, vous voyez bien, ceux qui sont parents, c'est limite tout le temps entre je te dis que ça va pas et je te dis que ce que tu es ne va pas, elle est toute petite, quoi. Voilà, mais du coup, c'est comme un point de vue philosophique, c'est de regarder le monde en se disant que l'autre, dans le fond du fond, ce qu'il est, c'est bien. À ce moment-là, j'ai plus besoin de me mettre en compétition avec lui. C'est un changement de regard global sur le monde. Donc en fait, au contraire, on va travailler sur, alors c'est quoi ma spécificité à moi? Quelles sont mes propres compétences? Quels sont les domaines où moi je suis vraiment bon? Et puis ensuite, je vais aller regarder les compétences de l'autre. Parce que si je suis tranquille avec mes compétences, je peux aller regarder les compétences de l'autre. Ça ne va pas m'écraser. Alors que si on ne m'a pas dit où étaient mes compétences, si on ne m'a pas mis en valeur là où j'étais unique, là où j'étais différent, là où j'étais spécial, du coup, quand je vais rencontrer l'autre, j'ai l'impression que l'autre, il est spécial et pas moi. Et là, je peux me sentir soit perdant dans la compétition, soit gagnant. Mais ça, c'est nous qui le créons. Et pour moi, avec la crise qu'on traverse actuellement, ce truc-là, j'ai eu un gros moment de déprime là, il y a 15 jours en me disant mais je me bats là-dessus en éducation. Mais en vrai, toute notre société française est basée là-dessus. Toute la société française est basée là-dessus. On a un gouvernement, voilà, moi la dernière fois que je les ai écoutés, j'ai trouvé qu'enfin ils étaient un peu pédagogues. Mais jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas du tout pédagogues. Ils nous disaient, bon, alors il va être interdit de sortir de chez vous. Et du coup, on a mis en place une attestation que vous allez vous auto-signer pour pouvoir sortir de chez vous. On est parti du principe qu'on n'allait pas comprendre. On est parti du principe qu'on allait désobéir. Alors qu'en fait, il aurait fallu beaucoup plus vite afficher c'est un nouveau virus, personne ne le connaît, tout le monde a la trouille, nous les premiers, on ne sait pas comment il faut faire. Donc, on vous propose cette posture-là. On reste tous chez nous. Je pense qu'on était assez grands pour comprendre. Mais ce n'est pas ça qu'on nous a dit. Et donc, on vous enferme chez vous. Et comme vous n'allez pas obéir, vous aurez 135 € d'amende chaque fois que vous sortez sans votre autorisation. Mais ça crée quoi? L'envie tout de suite de sortir. Et comment je vais gruger le système? Ouais. Et donc, c'est exactement l'effet inverse de ce qu'on voulait faire. En éducation, on l'a bien compris, mais en fait, on baigne dans une société qui est dans cet élan-là. Donc, il faut renverser le paradigme, c'est-à-dire quand je regarde l'autre, même un dirigeant politique que j'aime pas du tout, que je commence à me dire, mais derrière, quelle était sa bonne intention? Il y en avait une. Voilà. Il y avait bien un intérêt à faire ce qu'il a fait. Alors, allez, je vais lui faire confiance. Ça peut être quoi cet intérêt-là? Puis après, je me dis, bon, il manque un peu de... Il n'a pas assez de données, ou là, il est obsédé par un truc qui lui fait peur, mais qui rime à rien. Mais je vais mieux comprendre ce qui se passe. Donc, je n'aurai pas la même attitude. Ça, pour moi, ce serait un changement de société très important. Vraiment. C'est flagrant quand vous allez à l'étranger, notamment quand vous allez dans les pays anglo-saxons. Tous ceux qui sont allés au Canada, vous êtes revenus ébahis en disant, mais là-bas, tout le monde est gentil. C'est formidable. Ils se tiennent la porte, ils se disent bonjour, ils ne râlent pas. Voilà. Alors maintenant, quand on les connaît un petit peu mieux, on voit qu'ils ont un côté qui est négatif, parce que nous, en fait, d'être à l'heure, ça a aussi un côté positif, c'est qu'on ne se laisse pas faire. Voilà, donc dans les associations, par exemple, nous en France, si à un moment on doit s'engueuler, on s'engueule. Dans les pays anglo-saxons, si à un moment on doit s'engueuler, tout le monde fout le camp. Et l'association meurt parce que tout le monde a fui. Donc il n'y a pas une bonne société, une mauvaise. Il y a juste des regards au départ qui sont différents. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une société qui se fait confiance, regardez, en Suède, ils ont pu jouer à ça.
c'est scotchant quand même. On se dit que c'est incroyable qu'on n'ait pas pu jouer la même chose. On est à quelques kilomètres de distance sur la planète, quoi. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment voilà, une mentalité de croire que l'autre… Allez, je vais positiver. S'il dit ça, c'est qu'il y a une raison et je vais l'écouter jusqu'au bout. Merci Isabelle. Il y a eu quelques questions dans le chat pendant ton intervention. Donc, si vous avez des questions qui ont mûri de votre côté, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le moment de les partager. Il y a notamment Carole qui nous pose une question qui demande est-ce qu'on peut apprendre à coopérer à tout âge ou est-ce de plus en plus difficile si on n'a pas eu accès à ça dès le plus jeune âge? Est-ce que c'est fichu? Alors non, alors moi je suis une convaincue, sinon je ne pourrais pas être éducatrice. C'est un truc dont je suis sûre et pour l'instant je n'ai pas trouvé d'exemple qui me prouvait le contraire. On est éducable à tout âge, bien sûr, on est éducable tout le temps. Par contre, effectivement, plus j'ai appris ça tôt, moins j'ai fait d'algorithmes faux dans mon cerveau qui me font prendre des décisions caduques. Donc c'est mieux d'apprendre ça plus petit. Néanmoins, moi, je n'ai pas appris ça petite. Moi, j'ai appris ça vers 33-34 ans, parce qu'à un moment, je me suis posé des questions et c'est là où je suis allée faire un travail et j'ai appris ça. Donc, je me suis dit, bah, génial, ça marche trop bien. Voilà, mais j'ai mis des années et des années à l'affiner. Donc, aujourd'hui, peut-être l'avantage que j'ai sur beaucoup d'entre vous, c'est que je suis plus âgée. Donc, j'ai un peu d'avance. Voilà, mais c'est parce que moi aussi, à un moment, j'avais des gens qui étaient en avance sur moi. Et qu'aujourd'hui, ce qui me paraît flagrant, c'est plus tellement une question d'âge. Et donc, quand on va l'apprendre, à un moment ou l'autre, on va forcément être confronté à notre propre histoire. Et donc ça, c'est ce qu'on a dans notre cerveau limbique, dans l'amygdale et dans l'hippocampe. Il y a des vieux souvenirs qui vont remonter. Parce que le truc important à comprendre, c'est que quand je suis petit, je ne suis pas encore autonome. Je ne suis pas autonome avant 18 ans aujourd'hui. Bon, j'ai une autonomie qui va gagner plus j'avance en âge, mais j'ai très peu d'autonomie. Et ce manque d'autonomie fait qu'il y a un endroit où je suis très susceptible, c'est ma liberté de choix. Parce que je n'ai pas beaucoup de liberté de choix. Par exemple, des élèves de primaire, ils vous disent très crûment, non mais toi, par exemple, c'est ma mère qui fait les courses. Okay, et donc, ma mère n'aime pas du tout les endives. Elle n'en achète jamais. Par contre, elle aime bien les poireaux. Moi, je ne les aime pas. Mais régulièrement, je dois manger des poireaux. Parce qu'elle en achète, elle aime bien. Et effectivement, l'enfant, puis j'espère que vous tenez ça avec vos enfants, il y a beaucoup de choses qu'ils ne décident pas. Par exemple, c'est nous qui décidons où on part en vacances. Alors, on va leur demander leur avis, mais on va en tenir compte. Néanmoins, c'est bien nous qui allons décider. De même dans le choix de l'école. On peut leur demander leur avis, mais je ne peux pas décider tant que je n'ai pas d'expérience. Et donc, tout l'accompagnement de l'adulte, ça va être celui-là. Donc, plus je commence à regarder ma propre histoire, si ma liberté de choix enfant, elle a été très brimée, adulte, j'ai tendance à être assez stricte en général. Ou alors d'être au contraire hyper libertaire. J'aurais fait soit le choix de plus jamais en souffrir et d'être hyper libre tout le temps, mais du coup, je me perds moi-même dans ce trop de liberté, soit je vais faire le choix au contraire être super strict pour tenir un cadre hyper serré et du coup priver les autres de liberté. Voilà, donc mon histoire d'enfant, Carole, à un moment ou l'autre, elle va être chatouillée et forcément, il faut aller regarder, mais c'est un tellement beau cadeau qu'on se fait, ça, c'est impossible d'expliquer ça. Il y a un très beau joli proverbe chinois qui dit ça, qui dit c'est comme expliquer ça, le goût d'une pêche à quelqu'un qui n'en a jamais mangé. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est bon d'aller revisiter votre histoire d'enfant. Mais si vous saviez comme ça va vous libérer, si vous allez comprendre plein de choses, il y a 1000 façons à votre disposition aujourd'hui pour le faire. Ce n'est pas forcément aller faire une psychanalyse allongée sur un divan pendant 10 ans. Ça peut être beaucoup plus simple que ça. Vous avez à votre disposition des kinésios, des ostéos, des formateurs en IFS, avec tout ce qu'on découvre en neurosciences aujourd'hui, il y a plein de choses. Et de comprendre, mais pourquoi je réagis comme ça à tel moment, et de voir que ça m'appartient complètement. Voilà, ceux qui ont fait beaucoup de CNV, le CNV, c'est un très bel outil social, mais forcément, quand j'en fais beaucoup, à un moment, je vois bien que je suis hyper susceptible sur tel sujet, il y a un truc qui m'appartient, les autres ne sont pas susceptibles comme ça. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ça c'est une référence que
je n'ai pas mis, Angélique, que tu pourras rajouter. C'est une BD qui s'appelle Enquête et mode d'emploi. Non, émotion de point, enquête et mode d'emploi. C'est une BD par Armella, donc c'est ART-Mella, M-E-2-L-A. Et elle explique excessivement bien qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Et qu'est-ce que c'est qu'une émotion qui vient d'un système de défense qui appartient au passé. Alors, ça, vous le comprenez chez l'animal. Un animal, normalement, n'a pas particulièrement peur des voitures. Mais si un chiot, par exemple, s'est fait cogner par une voiture petite, il va avoir développé une phobie des voitures en grandissant. Chez l'humain, c'est pareil. Si petit, à un moment, par exemple, si je reprends mon petit-fils qui balance tout par-dessus la barrière, à un moment, il se fait gronder et on lui dit, mais vraiment que ce qu'il fait, c'est pas gentil, tout ça, il aura intégré une blessure qui lui dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce qui fait que dans sa vie d'adulte, il risque d'avoir tout le temps peur qu'on lui redise ça. Donc, il aura mis en place un système, par exemple, de protection en disant, il y a un truc qu'on ne doit jamais me dire, c'est que je suis méchant. Que ce que je fais, ça ne va pas, ça jamais. Donc ça va forcément beaucoup limiter sa marge d'action. Parce qu'il ne va pas beaucoup jouer à l'essai-erreur, par exemple. Il ne va pas pouvoir. C'est trop dangereux. Ou alors, il va devenir très intolérant sur ceux qui osent. Voilà. En fait, ça va développer des comportements qui ne sont pas adéquats. Donc, c'est intéressant d'aller re-regarder. Qu'est-ce qui s'est passé pour mon enfant? Il n'y a pas besoin d'y passer 10 ans, mais un petit moment pour faire ça. Et c'est bienvenu après la trentaine. Alors, il y en a qui ont peut-être moins de 30 ans qui vont dire, mais pourquoi elle dit ça? Alors, on peut le faire avant. Mais en gros, avant 30 ans, on a besoin de tester un peu. Et puis là, on a quand même commencé à accumuler des essais-erreurs dans la relation assez importante. Et on commence à avoir de la matière pour travailler. Voilà, donc après 30 ans, c'est passionnant d'aller regarder ça. Vraiment, offrez-vous ça. Enfin, moi, c'est le truc un peu incontournable. À un moment ou l'autre, ça demande un travail de relecture de sa propre histoire pour comprendre pourquoi moi, spécifiquement, je réagis comme ça. On va prendre le temps d'une ou deux dernières questions. Peut-être très rapidement, il y a une question qui a l'air d'avoir remporté les suffrages, à savoir, existe-t-il une école comme les Amanins au niveau collège avec des chercheurs en pédagogie pour le secondaire? Non. C'est rapide. C'est une réponse rapide. Alors, par contre, il y a beaucoup de collèges qui sont en recherche là-dessus. Nous, on avait eu un projet de collège avant, puis bon, malheureusement, on n'a pas pu le mettre en place. Au collège, ce qui est intéressant, c'est que on peut leur laisser beaucoup plus de liberté d'action sur comment construire et là où j'ai envie d'aller chercher. Parce qu'ils ont, en gros, en primaire, il faut qu'on accumule des briques de connaissances qui permettent ensuite un libre choix. Avant, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas assez de connaissances pour vraiment choisir. Ça ne veut pas dire qu'au collège, il ne faut pas continuer à accumuler des connaissances, mais on a quand même une capacité de choix plus importante, surtout à partir de la 4e. Voilà. Après, être chercheur, par contre, je connais plein de profs qui sont dans cette posture de chercheur. Et avec le confinement, moi, j'ai passé mon temps à répéter ça dans les conférences, les professeurs des écoles, les profs de collège, les profs de lycée, c'est la première fois depuis qu'on travaille que le gouvernement ne nous donne pas de consignes de comment il faut faire. Il faut qu'on garde cette liberté qu'on vient d'acquérir par accident. Il faut qu'on la garde après. Tellement d'enseignants ont été hyper créatifs. Personne ne pouvait leur dire comment faire, on ne savait pas comment faire, personne ne l'avait jamais fait. Donc, il y a eu une créativité qui s'est réouverte où il a fallu faire avec, faire pour et non pas contre. Et ça, c'est trop génial. Donc ça, il faut qu'on le garde précieusement. C'est-à-dire qu'à la rentrée, si un inspecteur vient vous dire « mais vous avez fait ça », je sais ce que je fais. Derrière, il y a une bonne intention. Et je vais vous l'expliquer. Et du coup, soyez créatifs, continuez à être créatifs, c'est vraiment super important. Merci Isabelle. Il y a d'autres questions dans le chat qu'on va malheureusement pas avoir le temps d'aborder. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de les mettre, de les conserver. On prendra un temps ultérieur avec Isabelle et puis de toute façon, chacun des participants recevra un compte-rendu de ce temps d'échange. Donc, on en profitera pour apporter les réponses à cette occasion, à défaut d'avoir pu le faire en live. On s'approche dangereusement de la fin.
L'idée pour conclure, c'était déjà de te remercier, Isabelle, pour ce Merci temps. à vous aussi pour ce temps. Merci à vous toutes et tous. Et je vais me permettre d'insister. Merci à vous, messieurs, aussi d'être là, parce que c'est quand même pas si simple d'avoir certains de vos représentants parmi nous. On va vous partager aussi juste avant de se quitter, quelques références à la fois de films, de documentaires. Donc, Isabelle en a cité quelques-uns pendant sa présentation. Il y en a d'autres qu'on avait envie de vous partager, notamment le magnifique film d'Anne Barth, Quels enfants laisserons-nous à notre planète, ainsi que des ouvrages de Sylvain Connac, de Thomas d'Azembourg, des documentaires comme Devenir grand et une idée folle de Judith Grumbach, et ainsi, évidemment, la pédagogie de la coopération d'Isabelle Peloux. Tous ces éléments-là, vous inquiétez pas, seront dans le compte-rendu que vous recevrez. La session qu'on a ensemble est également enregistrée, donc c'est une ressource qui pourrait être mise à votre disposition suite à ce temps ensemble. Si vous avez une quelconque contrainte de droit à l'image ou autre, nous vous invitons à nous faire un petit mail pour qu'on puisse ajuster en fonction. Voilà. Concernant la Maison de l'Apprendre, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur cette magnifique dynamique de coopération qu'on a à l'échelle du territoire, je vous invite à aller checker notre site web. Donc c'est www.maisondelapprendre.org, et n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mail si le cœur vous en dit à contact@maisondelapprendre.org.